Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Le 9e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'est achevé le dimanche 17 avril dernier. Pour parler des grandes articulations de ce congrès et des perspectives de l'Union, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Moussa Traoré, président réélu à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, chers confrères. Alors, on l'a dit, on l'a annoncé, vous avez été réélu à l'issue du 9e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Quels sont les sentiments qui vous animent après cette élection à la tête de l'Union? Avant tout propos, j'aimerais rendre gloire à Dieu qui a permis cette réélection. En jetant un regard sur mon parcours, je conclus que véritablement le temps est un autre nom de Dieu. Vous avez vu que mon parcours est pratiquement unique. De là d'où je viens, je pense que je dois rendre véritablement gloire à Dieu. J'ai également un sentiment de reconnaissance envers mes confrères journalistes, qui malgré tout ce qu'on a raconté sur moi, malgré toutes les invectives, ont tenu à porter leur choix sur ma modeste personne par un score de 96% des voix. 96% des voix. C'est inédit, c'est la première fois dans l'histoire de notre union qu'on voit cela. En 2012, j'ai été élu par 146 voix contre 96. En 2012, j'ai obtenu 146 voix. Cette année, j'ai obtenu 255 voix contre 8. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que je tiens encore une fois à remercier les journalistes qui se sont mobilisés massivement. Malgré tous les appels au boycott, ont tenu à rester dans la salle jusqu'à 21h pour certains. Et les journalistes qui sont venus de l'intérieur, il était prévu qu'ils dorment 2 nuits. Mais ils ont payé la 3e nuit de leur propre poche parce qu'ils tenaient à vivre ce congrès. Ils tenaient à ce qu'on ne leur raconte pas ce qui s'est passé. Et je tiens à leur dire merci. Donc, avant tout propos, c'est d'avoir des sentiments de reconnaissance et de gratitude que j'ai. Président, vous avez parlé de chiffres. Nous allons vous emboîter le pas justement sur 491 inscrits. On a eu 265 suffrages exprimés ici. Ma mémoire est bonne. C'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un malaise au niveau de l'Union nationale des journalistes, puisqu'on constate que plus de la moitié des personnes inscrites n'ont pas participé à ce vote? Ah non, je ne sais pas comment vous faites vos calculs. C'est 54% des personnes inscrites ont participé. 491 électeurs. Attendez que je calcule tranquillement, comme je suis un homme de lettres. Laissez-moi aller lentement en ce qui concerne les chiffres. 491 inscrits sur la liste électorale. 265 ont voté. Et moi, j'ai obtenu 255 voix. La moitié des 491 électeurs, ça fait 245. Donc, j'ai eu la moitié plus 10 voix. Mais ça, c'est parce que il n'y avait presque plus d'enjeu. Quand nos amis sont sortis de la salle, nos partisans qui étaient encore dans le rang pour voter ont dit qu'il n'y avait plus d'enjeu, ils sont là à la maison. Je me rappelle ma camarade Sylvie Touré, qui est à la RTI, et une autre amie, qui était prêts à venir voter. Quand ils ont appris qu'il n'y avait plus d'enjeu, ils sont repartis. Mais là aussi, nos amis du groupe Olympe sont sortis de la salle en même temps que les patrons. Or, dans ce lot, j'ai un bataillon d'électeurs qui sont partis de crainte de représailles. Bon, donc je pense que ce score-là, même si nos amis étaient restés, j'ai déjà eu plus de la moitié des voix. C'est-à-dire que même si j'étais dans la salle, j'ai déjà eu plus de la moitié des voix. Donc ce sont des choses claires, nettes et sans aucune ambiguïté possible. Je pense qu'il faut lire de façon froide ces résultats et comprendre que les jeux étaient faits depuis très longtemps. Alors, Président, vous l'avez dit tout à l'heure, votre adversaire s'est retiré de la course quelques minutes seulement avant le vote. Il vous reprochait de n'être pas éligible sous prétexte que vous avez obtenu un blâme. Et il envisage même porter plainte pour annuler votre élection à la tête de l'Union. Votre commentaire par rapport à tout ça. Et surtout, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé quand on sait que vous êtes allé en conclave avec le président du Congrès quelques minutes avant ces élections? Vous avez posé beaucoup de questions à la fois. Je pense que je ne sais pas par quel bout commencer. Le conclave.
nous avons d'abord, effectivement, nous avons participé à tous les travaux ensemble. Vous savez, mon adversaire et moi, depuis au moins 6 mois, nous sommes en train de travailler sur ce congrès-là. Nous nous sommes retrouvés ici même dans cette salle de conseil de l'Union nationale régionale de Côte d'Ivoire. Nous avons mis sur pied un comité électoral consensuel. C'est-à-dire que moi j'ai envoyé 2 personnes, lui il a envoyé 2 personnes, et le conseil d'administration lui a désigné une personne. Donc les 5 personnes ont travaillé sur la liste électorale pendant plusieurs mois pour tomber d'accord sur une liste électorale consensuelle. Nous avons également mis en place un comité d'organisation consensuelle. C'est-à-dire que dans ce comité d'organisation consensuelle, moi j'étais chargé d'aller chercher les finances qu'on envoyait pour financer le congrès, mais mes adversaires étaient chargés de loger les congressistes et ils étaient chargés également de la restauration. Mes partisans les membres de mon staff étaient très fâchés avec moi. Comment je peux céder à l'adversaire ce genre de choses sensibles pour une élection? Vous savez, le logement, c'est très important dans un congrès. Mais j'ai dit, mes amis, c'est pas grave. Moi, je suis un homme ouvert. Il ne faudrait pas qu'on nous accuse de n'avoir pas logé l'adversaire. Donc, donnez-leur ce chapitre-là. Donc, ils ont logé les gens. Pendant cette discussion également, nous avons mis sur pied un comité électoral, un comité scientifique qui a rédigé de commun accord les textes. Donc, nous avons suivi tous les processus ensemble. À aucun moment, pendant tout ce processus-là, nos adversaires ont évoqué notre inéligibilité. Nous avons travaillé ensemble. Et lorsque nous sommes arrivés au congrès, nous avons d'abord fait un programme, notre rapport d'activité qui a été validé par un quitus de 89 voix contre 2. On n'en parle pas assez, mais c'est fondamental. C'était le premier indicateur. Lorsque mon bilan a été validé par 89 voix contre 2, ça veut dire que le congrès m'autorisait à poursuivre. Si les congressistes ne voulaient pas que je sois candidat plus tard, c'était en cet instant précis. Quand on votait non, on ne me donnait pas le quitus et immédiatement j'en tirais les conséquences, je me retirais des élections. Également, le conseil d'administration, qui est la seule instance de l'UNDCI chargée de valider les candidatures, cette instance-là a fait son rapport d'activité et la dernière phrase de son rapport d'activité a été que la candidature de Traoré Moussa et la candidature de Koubel Famara ont été retenues. Et ce conseil d'administration a également obtenu un quitus. Donc, si vous avez validé le rapport du conseil d'administration qui valide les candidatures, si vous avez validé moi-même mon rapport d'activité, je pense que c'était difficile à 15 minutes et c'était difficile à 15 minutes de travaux de venir remettre tout en cause. Ouais, ça ressemble un peu au sorcier qui est surpris par le lever du jour. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire les choses et puis finalement vous êtes surpris. Parce que si nos adversaires étaient véritablement engagés dans un processus, on était clair pour invalider ma candidature, il suffisait simplement de se mobiliser, alors de me donner un quitus, d'amener le congrès à ne pas me donner un quitus, parce que j'aurais commis plein de fautes, et en ce moment-là, je suis disqualifié. Donc voilà un peu. Donc vous avez parlé également d'un blanc bouche, vous n'avez pas parlé, vous avez parlé. Effectivement, il m'envisage porter plainte pour annuler cette élection. Donc nos amis qui ont participé au quitus, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont participé au quitus qu'ils m'ont accordé. Ils veulent aller au tribunal. Lorsque vous quittez la salle où se trouvent les journalistes, pour aller voir des magistrats qui ne savent rien de ce qui se passe à l'UNIC, c'est difficile. C'est que c'est devant les journalistes qu'il faut se plaindre. Mais qu'est-ce que les juges vont faire? Non mais ça me fait, j'ai un peu de peine. Parce que bon, ça là, il demande la justice. Qu'est-ce que le juge va faire? Peut-être à la limite, peut-être annuler l'élection. On va reprendre encore. Même si on va déposer l'urne au palais de justice et on demande aux journalistes d'aller voter, je pense que le résultat serait identique, peut-être même pire. Parce que là, nos partisans qui n'ont pas pu voter vont venir voter et on ne serait plus à 96%, on serait peut-être à 98% de voix. Parce que j'avais dit, je plaisantais, mais je pense que nos camarades, je leur demande, vraiment, je leur tends la main. Je leur tends la main, je leur demande de revenir prendre leur part. J'ai un programme, quand j'ai regardé leur programme d'activité, il y a des choses essentielles. Mais malheureusement, ils ont perdu le temps à chercher des poudres dans mes cheveux au lieu de battre campagne. J'ai des gens dans mon staff comme Robia Kanga, Boga Sibouri, Pierre Le Mauvais. Les 3 derniers jours du congrès, ces personnes n'ont pas fermé l'œil.
en train de chercher, est-ce que nos partisans là, seront tous là, le matin on vérifie, est-ce que quelqu'un n'est pas malade quelque part, quelqu'un n'a pas un empêchement, vraiment, pendant que nous on est occupés à faire ça, eux ils sont occupés à chercher à comment disqualifier notre liste. Vous savez, le processus de disqualification a commencé depuis très longtemps, c'est depuis le 10 avril. Le 10 avril déjà, nos adversaires ont écrit au ministère de la Communication, au Conseil national de la presse et au Fonds de soutien pour dire qu'un membre de ma liste a démissionné. Et donc, étant donné qu'un membre de la liste a démissionné, or, c'est 24 personnes comprenant, donc ma candidature doit être invalidée. Et donc, le conseil d'administration leur a demandé de produire la lettre de démission. Parce qu'une démission, ce n'est pas des émotions, ça s'écrit. Ils n'ont pas pu produire cette lettre de démission. Et donc, dès cet instant, ils étaient obligés de tirer les conséquences de ce que la personne en question n'avait pas démissionné. C'était le premier point. Quand je suis allé la voir, elle-même m'a dit de mettre mon adversaire au défi de sortir une lettre de démission. C'est vrai que les mois on était en crise, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, j'ai dit qu'il y a une force surnaturelle qui me protège. Parce que cette dame, on était véritablement en conflit. Mais à 1-2 semaines du congrès, nous nous sommes réconciliés parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un gros quiproquo. Nous ne nous sommes pas entendus. Lorsque nous avons réalisé le quiproquo, on a dit que vraiment, il n'était pas utile qu'on se mélange les pédales. Et donc ça, c'est le premier acte. Le premier acte a été d'aller chercher à invalider ma liste à partir de la démission d'un de mes membres. Ce qui s'est avéré faux. Vous voyez, c'est cette lettre date du 10 avril. Allez-y au ministère de la Communication, allez-y au CNP, vous trouverez les traces de ce courrier là-bas. Ensuite, le deuxième acte pour invalider ma candidature a été de dire que j'ai été blâmé par le conseil exécutif de l'UNICI. Vous vous souvenez qu'en 2014, lorsque j'ai eu mes problèmes, Habiba Dambélé, la première vice-présidente, a assuré l'intérim. Effectivement, elle avait réuni le bureau, ils m'ont blâmé. Mais lorsque je devais revenir, Habiba Dambélé a réuni le même bureau, quand le 2 ou le 3 septembre, et à l'unanimité des membres du conseil exécutif, ils ont levé le blâme. Donc, lorsque nos amis ont soulevé le problème du blâme et qu'ils ont su qu'il y avait le procès verbal de la réunion où Habiba Dambélé lève le blâme, ils se sont repliés légèrement, je pensais qu'ils n'en parleraient plus. Mais mieux, Habiba Dambélé, elle est vivante, elle a la RTI. Allez la voir après cette émission, demandez-lui si elle n'a pas levé le blâme. Donc cet argument n'était plus valable. Donc maintenant, il fallait chercher l'âme fatale. Le coup de massue qui devait définitivement m'achever. Or, comme Dieu ne dort pas, c'est ce coup de massue-là qui leur est revenu comme un boomerang. Ils sont allés au tribunal. Vous savez, depuis 2014, j'ai contesté la décision du CNP contre moi parce que j'estimais que j'étais en parlant avec 3 personnes. L'un d'eux a refusé la veille de serrer ma main. Et le lendemain, il est dans un tribunal en train de siéger contre moi. Donc j'ai écrit à la Chambre administrative de la Cour suprême. J'ai dit, je respecte la décision du CNP, mais je pense que le droit, l'un des principes élémentaires du droit a été violé. C'est-à-dire que quand vous êtes en partie en affaire avec quelqu'un, vous ne devez pas participer au jugement en tant que partie prenante. J'ai estimé qu'il y a 3 personnes, j'ai demandé à la Chambre administrative de la Cour suprême de vider ce contentieux, de vérifier si le droit a été dit, de vérifier s'il n'y a pas ce qu'on appelle excès de pouvoir. Donc je suis dans l'attente du résultat. Je cherche et c'est le vendredi 15 avril, je vous dis le vendredi 15 avril 2016, un jour avant le congrès, que ce papier est signé. Et la grosse, moi j'arrive le samedi matin dans la salle, moi qui organise le congrès, je vois que tout le monde a un papier, tout le monde est en train de lire un papier. Je dis, mais quel est ce papier que tout le monde lit? J'ai demandé à mes services protocole de m'envoyer les papiers pour que je regarde. Je vois que c'est la grosse de ma plainte introduite en 2014. Je pense que ça, c'est la main de Dieu. Sinon, peut-être qu'ils auraient antidaté ce document. Mais quand vous êtes face à des journalistes, des gens qui ont le bac plus 3, quand vous êtes face à des gens qui ont le bac plus 3, il faut être très fin et subtil. Et je pense que c'est ce papier, cette volonté d'éliminer ma candidature sur je ne sais pas comment on appelle ça, sur papier, qui a fait que les journalistes les ont sanctionnés par un score jamais réalisé dans l'histoire de l'UNDCI. 96% des fois, vous vous rendez compte, 255 journalistes. 255 journalistes. Quand on le dit, les gens pensent que c'est un chiffre qui est banal. Non, regardez dans les rédactions. Mon journal L'Expression, il y a peut-être 5 électeurs. Abidjan.net, vous avez 3 électeurs. Notre Voix, peut-être 10 électeurs. La RTI, peut-être 15 ou 20. Enfin, matin, peut-être 15 ou 20. Mais en réunissant ce monde jusqu'à 255 personnes, vous savez ce que c'est? Et quand nous sommes retrouvés, comme vous savez dans nos textes, ceux ne prennent pas le vote que
les journalistes qu'on a CJP. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la CJP, la carte d'identité du journal professionnel, on les fait sortir de la salle pour qu'on ne reste dans la salle que ceux qui ont le bac plus 3. Et donc, quand on est face à un tel public, il faut éviter de faire de la manipulation. Il faut éviter de leur donner le sentiment que vous voulez éliminer des gens en trichant. Et donc ça, les journalistes étaient agacés. Parce que dans la salle, lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont dit, journalistes de Côte d'Ivoire, vous voulez être dirigé par un corrompu? Qu'est-ce que la salle a répondu? Vous étiez présent? La salle a dit oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La salle a répondu oui, que nous voulons d'un corrompu. Ouais, depuis qu'on me traite de corrompu, je ne me suis jamais défendu. Donc je laisse le soin à Dieu de mener mon combat. Il y a des gens qui disent que quand le Seigneur se bat pour vous, vous n'avez pas besoin de vous déshabiller pour vous battre également. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis jamais défendu. Je me suis jamais défendu. On m'a affiché l'image d'un corrupteur. Je n'ai rien dit. J'ai dit, le temps est dans notre nom de Dieu. Dieu fera son travail. Et il a fait son travail. Le résultat de ces élections-là devrait permettre à tous ceux qui pensent que je suis corrompu, ou je suis un corrupteur, ou je ne sais quoi, de comprendre que sur 255 journalistes, vous savez que les journalistes, c'est des élites de la société. 255 journalistes disent oui à quelqu'un, ça me dit que vraiment ce monsieur est victime de ce que j'avais appelé depuis Yamoussoukro une conspiration de lâches contre ma personne. Président, vous avez été donc bien réélu avec plus de 96% des voix. Aujourd'hui, au sortir de ce congrès, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine friction? Est-ce que l'Union des journalistes ne sort pas divisée de ce congrès? Et quelle politique comptez-vous mettre en place pour rassembler l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, de loin, pour ceux qui ne sont pas journalistes, apparemment il y aurait une grande déchirure, il y aurait une conflagration totale, mais une césure. Mais comme vous êtes dans la salle, en ce moment, je vous connais, je sais que vous êtes dans la salle. Lorsque le président du Congrès, César Eto'o, a demandé à ceux qui veulent sortir de la salle de sortir pour qu'on voit s'ils sont nombreux, vous avez vu que c'est 20, 30, peut-être que c'est 20 ou 30 personnes qui sont sorties de la salle, mais c'était un amphithéâtre. Quand 20 personnes sortent d'un amphithéâtre, on a vu que tout le monde était en place. C'était une poignée de personnes et le résultat est là. Le verdict, plus de la moitié des congressistes, alors qu'ils n'étaient pas là, ont voté. Sinon, tout le monde aurait pu sortir de la salle. Et puis, je me serais retrouvé avec 25 ou 30 personnes en train de me voter. Mais si tout le monde est resté, ça veut dire, c'est un message que les journalistes de Côte d'Ivoire ont passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'émergence partout, on ne va pas construire l'émergence avec la tricherie. On ne va pas construire un pays sur le mensonge, sur la base du mensonge. Et regardez cette grosse du tribunal qui est sortie un jour avant. On n'a même pas besoin, de faire des analyses. Si c'était des charbonniers ou en tout cas des gens qui n'ont pas un certain niveau intellectuel, ça pourrait passer. Mais avec des gens qui sont allés à l'université, ça ne passe pas dans notre milieu. Ça ne passe pas. Et d'ailleurs, il y a des choses que vous ne savez pas. Que peut-être, parce que dans la salle, nos amis ont dit que c'est le CNP qui leur a transmis ce document. Ah oui, ça encore c'est un autre problème. Ils ont dit dans la salle que c'est le CNP qui leur a transmis ce document qui est daté du 15 avril. Le document sort le 15 avril. À quel moment vous avez mené des démarches auprès du CNP pour l'obtenir? À quel moment le CNP a répondu à votre courrier? Et à quel moment vous l'avez reçu? Et parce que le document a été signé le vendredi. Mais le samedi matin, jour non ouvrable, le permet dans la salle. Quel est le mécanisme? Donc nous, on est tous intelligents, on est tous allés à l'école. Ça se comprend. Et donc j'invite mes camarades. C'est vrai qu'il y a eu Suzu. Je vais les inviter au rassemblement. Moi, je suis quelqu'un de nature très ouvert. Vous voyez mes bureaux, depuis que je suis arrivé à la tête de l'UNICI, il n'y a plus de rendez-vous ici pour avoir accès au président. Et je suis un rassembleur. Je tends la main à Vamara et au petit groupe qui le suit. Vamara même, c'est un monsieur qui est très sympathique, j'avoue. Hein. C'est un monsieur qui est très sympathique, très gentil. Mais il a dans son groupe des gens qui véritablement n'ont pas compris un peu le sens de l'union, qui pensent qu'on peut devenir président de l'UNICI en contournant les urnes. Au nom de l'union, j'ai posté, au nom de l'union, je vais faire une démarche. Peut-être que ce soir même, j'irai voir Vamara, c'était dans mon projet. Ce soir, j'irai le voir pour lui expliquer la nécessité de revenir. Parce que vous savez, l'UNICI, c'est comme les États-Unis. L'UNICI ne donne pas deux chances. Aux États-Unis, lorsque vous voyez, ils sont en train de faire les primaires actuellement, vous allez voir que celui qui va arriver en tête, s'il ne gagne pas dans 4 ans, il ne revient plus. C'est comme ça aussi l'UNICI. Reprenez notre histoire, vous allez voir que tous les challengers des présidents ne sont plus revenus aux élections suivantes. Donc, moi, je peux m'engager à aider Vamara à revenir. Parce qu'il a de bonnes intentions. Mais il faut qu'il mette balle à terre. Parce qu'aucun juge
nous allons venir le réinstaller à la tête. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'au regard des résultats actuels, on puisse venir le réinstaller directement. À la rigueur, peut-être qu'un juge va peut-être annuler, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais on va répondre les élections. On va répondre les élections, ça sera la même chose. Ce ne sert à rien de courir, de traîner l'union. Parce que quand vous dites que vous aimez cette union et que vous la traînez dans la fange et dans la boue, mais le jour où vous devenez président, il va falloir faire le tour de toutes ces personnalités pour retirer le blason. Et vous voulez l'union, c'est justement parce que l'union est crédible que vous la voulez. Oui, si elle n'était pas crédible, vous serez resté dans les associations rivales. Il y a plusieurs associations rivales. Mais vous voulez l'UNIC, c'est parce que l'UNIC est crédible. Aujourd'hui, regardez autour de vous, regardez le travail que nous avons abattu en si peu de temps. Mais ça, c'est ça qui a pesé nous dans la balance. Nous avons fait un travail immense. Regardez la maison de la presse hier et la maison de la presse aujourd'hui. Regardez les chantiers, les vastes chantiers que nous avons ouverts. La journée mondiale de la liberté de la presse, le prix Ebony, là où nous avons placé la barre. Moi, j'ai dit, depuis que je suis arrivé à la tête de l'UNIC, vous voyez que quand on organise le prix Ebony, je ne vais pas chercher des musiciens, les Kofi Olomide, les 20 musiciens ou les chanteuses à Haïti venir danser, venir chanter ici. Je fais confiance aux musiciens ivoiriens, mais je vais chercher plutôt des journalistes de renom. J'ai fait venir ici le patron du journal Le Monde, j'ai fait venir ici le patron de la Fédération internationale des journalistes, j'ai fait venir ici des gens comme Christophe Bobouvier, pour que nos journalistes puissent avoir la saine émulation. L'année dernière, j'ai fait venir, cette année je vais dire, j'ai fait venir le président des journalistes de Somalie. Parce qu'il y a certains journalistes qui, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais serré la main d'un Somalien. Mais je fais venir la main Somalien ici, on a côtoyé pour qu'on sache les réalités de là-bas. Mais également, avant mon arrivée à l'UNICI, et ça c'est fondamental, il n'y avait pas d'arbre de Noël pour les enfants des journalistes. Il n'y avait pas d'arbre de Noël pour les enfants des journalistes. Est-ce que vous vous rendez compte que les journalistes qui couvrent les arbres de Noël des enfants des autres ne font pas d'arbre de Noël pour leurs propres enfants? Je suis allé chercher les journalistes en exil, là où ils étaient, les Bourou Messan, la Mons Benao, les John Jay. Mais j'ai pris l'UNICI un an après la crise. Ça veut dire qu'il y avait un bureau qui était là, qui aurait pu le faire. Mais c'est moi qui l'ai fait. J'ai rencontré tous les journalistes. Je suis allé chercher les journalistes en exil partout là où ils étaient. Il faut dire qu'avant en exil, ce n'est pas un convoi de cas qui va. Les gens sont disséminés chacun dans une ville, dans un village, dans un campement quelque part. Je suis allé les chercher là où chacun était planqué. J'ai fait des villages comme Apeng, Afachini. Je ne sais pas, je vais citer les noms, mais c'est incroyable. Là où je suis allé chercher les journalistes en exil. Je suis allé jusqu'à Orléans, à Paris, aller chercher John Jay. Amos Benoît, il était au Maroc. Donc je vais dire que nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail vraiment colossal. Et ça, je vais peut-être à le dire aujourd'hui. Mais en partant faire ces courses, j'ai bousillé un véhicule là-bas. Ah oui, j'ai fait un accident de la circulation à l'entrée de la ville de Takoradi. Le véhicule a été bousillé, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'estimais que c'était ma part pour la réconciliation nationale. Donc voilà. Donc je suis un homme ouvert, je tends la main aux adversaires qu'ils viennent à l'UNDCI. C'est notre maison commune. Il y a de la place pour tout le monde. Perdre une élection, ce n'est pas perdre la vie. Je pense qu'il y a de la place. Moi-même, dès ce soir, je vais entamer les démarches pour ramener tous ces amis à la maison, pour qu'ils viennent prendre toutes les places. Et on se prépare déjà pour la journée mondiale de la liberté de la presse. Moi-même, dès mercredi, je m'envole pour Abuja, où je vais représenter la Côte d'Ivoire au congrès de la Fédération africaine des journalistes. Encore une fois, je tiens donc à vous dire merci. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Moussa Traoré, réélu à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire le dimanche dernier. Monsieur le Président, vous avez levé un point de voile sur les actions que vous avez posées depuis que vous êtes à la tête de l'Union. Mais le thème de ce 9e congrès, c'était bilan et perspective. Aujourd'hui, quelle perspective pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, surtout après votre élection dimanche dernier? Oui, les perspectives, j'avais déjà entamé. J'ai dit que dès ce mercredi, je vais à Abuja. Mais quand je vais à Abuja, c'est pour participer au congrès de la Fédération africaine des journalistes. Vous savez que j'ai soldé, j'ai épongé toutes les dettes de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire envers toutes les grandes organisations internationales de journalistes. Au niveau de la FIJ, on en devait près de 3 millions par organisation. J'ai soldé nos dettes auprès de la FIJ, auprès de l'Union des journalistes d'Afrique de l'Ouest, auprès de la Fédération africaine des journalistes. Et donc, nous avons repris notre droit de vote. Et donc, il y a le positionnement de l'UNICI à l'international que nous allons faire. Mais nous allons renforcer la solidarité entre les journalistes. Vous savez que ce soir, par exemple, nous allons organiser un piquet d'honneur en l'honneur de Mamadou Ben Soumaoro qui est décédé. À 18h, nous serons à Niveau 7. Donc, nous allons ramener les piquets d'honneur. Ça, c'était des petites choses essentielles qui avaient disparu de notre milieu. Nous avons ramené les piquets d'honneur. Et donc, c'est le lieu pour moi de profiter de votre grande audience pour demander aux journalistes
qui ont connu Ben Soumaré comme de l'affection pour lui, c'est un aîné, et de venir ce soir à Ibocep. Et également les autres chantiers. Nous avons prévu un plan retraite pour les journalistes. Nous avons discuté avec une banque pour des raisons de publicité. Je ne vais pas évoquer la banque ici. Mais on a un plan de retraite qui est axé sur ce qu'on appelle le fonds commun de placement. Et ça, j'aurai l'occasion d'expliquer clairement à mes amis ce que c'est. Également, nous estimons que depuis toujours, tous les bureaux de l'ULIC ont dit qu'ils allaient construire des maisons pour les journalistes. Je n'y crois pas. L'environnement aujourd'hui ne permet pas à un journaliste de promettre une maison à un autre journaliste. Je pense que nos moyens, nos ressources, nos salaires ne permettent pas de faire cela. Ce que nous voulons faire plutôt, négocier auprès des autorités, avoir des terrains. On a vu le logement LEM où toute la maison est revenue à 5 millions. Nous pensons que si, avec nous avons échangé un peu avec le ministre de la Construction à ce sujet, si toute la maison coûte 5 millions, ça veut dire que peut-être le terrain peut nous revenir peut-être à 2 millions. Et donc nous voulons ce genre de terrain-là pour que nous puissions construire notre propre nos maisons. Et ça, c'est l'un des chantiers auxquels j'y tiens. Et donc, il y a beaucoup d'autres chantiers comme ça. Au niveau de la formation, nous avons décidé maintenant d'expérimenter ce qu'on appelle la formation in situ. C'est-à-dire, au lieu qu'on regroupe les journalistes à la maison de la presse ou dans un hôtel pour les former, au bout de 3 jours, au bout du 3e jour, il y a des gens qui disparaissent. Donc, nous avons changé la formule. On va prendre de nos anciens qui forment, qui vont aller maintenant vers les rédactions. Pendant une semaine, ils vont lire, quand ils sont dans la fraternité le matin, pendant une semaine, ils sont là, ils lisent les articles et ils font les observations aux journalistes. Et c'est ce que j'appelle la formation in situ. Et c'est la formation pratique. Ils viennent par exemple à l'expression, au journal L'Expression, ils sont là pendant une semaine, ils lisent les articles, ils encadrent les jeunes, comment faire une conférence de rédaction, comment boucler, comment faire la première page. Je pense que ce sont des choses que c'est inscrit dans notre programme. Et également, nous avons en projet la création d'une mutuelle. Vous voyez, tout le monde dit qu'un petit est gentil, ça fait partie de ma nature, mais il faut qu'on sorte de l'informel. Je veux que nous mettons sur place une mutuelle où, quand quelqu'un est malade, on sait qu'est-ce que la mutuelle peut apporter. Quand quelqu'un se marie, on sait qu'est-ce que la mutuelle peut apporter. Quand il y a une naissance, c'est d'office, on sait ce que la mutuelle peut. Mais moi, en tant que président, les contributions que je donnais chaque fois, à gauche et à droite, on va mettre cette contribution dans la caisse de la mutuelle et les mutualistes eux-mêmes vont cotiser. Nous allons superviser cela après les différentes. Vous savez que l'UNI c'est une association à but non lucratif. On a des cérémonies annuelles qui nous rapportent un peu d'argent comme les boni. Donc je prends un peu d'argent des boni, je mets dans la caisse de la mutuelle et les mutualistes eux-mêmes, en fonction de leurs désidératas, vont programmer les choses. On décide par exemple que celui qui enregistre une naissance, on lui donne peut-être du savon à hauteur de 50 000 francs. Ou bien celui qui perd un parent, si c'est le père ou la mère, on donne 200 000 francs. Mais ensuite, je veux dire que ce sont les mutualistes eux-mêmes qui vont décider, au lieu que tout le monde vienne voir le président de l'UNICI. Le président de l'UNICI n'est pas assis sur une caisse, ne dirige pas une banque. Donc je veux dire que nous allons mettre sur pied une mutuelle où nous allons cotiser. Et dans ces cotisations, on pourra décider nous-mêmes de qui doit diriger pour nous. Voilà un peu les grands axes du projet pour 2016, 2019, à la veille de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon mandat, la Côte d'Ivoire rentre dans l'émergence et moi j'emprunte ce train-là également. Donc je ne serai pas candidat, je le dis ici, je ne serai pas candidat en 2019. En 2019, j'aurai d'autres challenges, je regarderai également vers l'émergence. Voilà. Monsieur le Président, c'est une bonne conclusion. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Moussa Traoré, réélu à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire le dimanche dernier, avec un score de plus de 96% des voix, il faut le rappeler. Avec lui, nous avons parlé des grands axes de ce congrès, également des perspectives de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci cher frère. C'est un plaisir pour moi de parler sur cette chaîne-là, parce que c'est une chaîne sur un site internet, on peut dire chaîne. C'est une chaîne pour dessus, là, on est en direct. Et je vous dis merci à tous vos auditeurs. Je leur demande d'être fidèles à Abidjan.net, parce qu'Abidjan.net c'est la référence. C'est la référence incontournable. Je vais mercredi à Abuja, mais pour avoir les nouvelles de la Côte d'Ivoire, c'est ça Abidjan.net que je serai connecté. Donc je vous dis déjà merci pour ce travail immense que vous faites. Et donc à nous revoir très bientôt. Et bon vent surtout à vous pour votre nouveau mandat. Merci.